Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette session. Mon nom est Stijn Olszewicz, je suis un sociologiste urbain à le Huntwood Center aux études urbaines et je vais être le modérateur ce soir. Donc, très bienvenue au nom de toutes les personnes autour de la table et en ligne. C'est une collaboration avec Statform, une plateforme pour des débats en ligne, et l'Université de Antwerp. Et on espère que ces sessions puissent faire des dialogues avec l'académique, plus la société académique et la société en général. Nous allons parler avec des activistes, des représentants de la société civile et des organisations. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les immigrants non documentés, les activismes et comment ceci, ça change ou pas le statu quo dans la société. Nous faisons ceci à l'occasion du symposium de Antipode avec Nicole, que je vais vous présenter dans un instant, de Antipode, qui est une des journaux dans la géographie radicale. Walter récemment et Thomas ont publié une édition spéciale sur les immigrants non documentés. Et nous lançons cette édition en même temps que ce soir avec ce débat. Donc, il y a une intensification de l'immigration et ceci a mené à beaucoup de déportations dans les régions de déportation. Il y a beaucoup d'ombre sur cette population. Ces populations, ce sont des populations qui sont des citoyens, qui sont de facto dans ces villes. Ils participent dans la vie urbaine, à la fois, à cause de certaines raisons légales, ils manquent de la reconnaissance et si leurs droits sont garantis ou non. Donc, ils sont poussés aux marges de la société. Et comme ils sont poussés dans les marges de la société, ces personnes ont été vues comme vulnérables et ils ne participent pas à la vie sociale, ils s'isolent. Mais on voit aussi une émergence d'activisme de ces immigrants non documentés qui deviennent très visibles et qui organisent des campagnes, même dans les villes européennes ou nord-américaines. Ils contestent leur droit de pouvoir être ici, la façon dont ils appartiennent à une place où est-ce qu'ils habitent depuis un certain temps déjà. Donc, aux États-Unis, par exemple, les immigrants non documentés se sont battus pour la déportation des jeunes qui étaient non documentés sous Trump dans les villes. Et en Europe, les activistes se sont battus contre les personnes qui sont non documentées. Ils se sont manifestés contre la politique des frontières européennes et ils ont fait naître une solidarité avec la crise des réfugiés. Donc, de tous ces enjeux, qu'est-ce qu'on apprend aux États-Unis, en Europe? Pour cette raison, nous avons 4 personnes ce soir pour parler des immigrants non documentés qui sont des activistes. Donc, qu'est-ce que cet activisme challenge le status quo et quel genre de relations les autres personnes dans les villes peuvent faire pour les appuyer. Nous avons 4 personnes ce soir à la table et en ligne. Et je ne vais pas introduire... en fait, vous pouvez les voir sur l'écran en ce moment. Je vais seulement introduire la première personne et les autres intervenants pourront se présenter. Nous sommes très contents d'avoir Gabi Hernandez avec nous. Elle est des États-Unis. Elle est en ligne. Elle est la directrice exécutive de Long Beach Immigration Coalition. Elle est née à Mexico et elle a déménagé aux États-Unis, en Californie, où elle a grandi, où elle a déménagé il y a quelques années à Long Beach. Elle a beaucoup d'expérience avec les femmes non documentées et un engagement envers les activistes et les droits des immigrants. Elle est aussi une abolitionniste et je vais lui laisser s'expliquer. Elle est contre la détention des immigrants et ses enjeux autour de la détention des immigrants. Elle travaille beaucoup de choses en faveur d'organiser. En fait, elle organise beaucoup. Elle a
un diplôme à l'Université de Long Beach. Il est anthropologue. Donc, je voudrais lui laisser la parole à Gabi pour qu'elle nous explique qu'est-ce qu'est le Long Beach Coalition pour les immigrants et comment elle a été impliquée dans cette coalition. Oui, bonjour, merci de m'avoir aujourd'hui ici. Bonjour tout le monde qui est en ligne et en personne. Je m'appelle Gabi Hernandez. Je suis la directrice exécutive pour la Coalition des droits des immigrants de Long Beach. Et nous sommes une organisation qui est menée par les femmes immigrantes qui se battent pour la justice dans nos communautés. Et comme vous mentionnez, nous n'avons pas de voix. Donc, nous sommes très actifs, nous battons pour du changement. Donc, Long Beach, c'est une grande ville en Californie. Nous nous battons pour le changement, non juste à Long Beach, mais aussi au-delà de Long Beach. Nous voulons changer la narrative. Donc, de ces gens qui ne sont pas conformes à rien parce que nous n'avons pas de documents. Donc, notre but est de construire une communauté, de pouvoir. Donc, je suis une organisatrice. Et nous voulons construire le pouvoir, construire cette communauté. Donc, comme en tant qu'individu, on peut faire des changements, mais en tant qu'organisatrice, nous pouvons construire du pouvoir, la communauté du pouvoir pour faire du changement. Donc, dans d'autres communautés, nous avons la communauté de le pouvoir pour influencer les personnes qui sont élues pour faire un changement. Donc, c'est à propos de Sun Power, de faire du pouvoir. Donc, beaucoup de pouvoir, autant qu'on apprend des community members, il y a une relation mutuelle. Et c'est comme ceci qu'on voit que notre travail se fait. Donc, c'est pas parce qu'on fait des choses pour la communauté, on fait des choses avec la communauté. Donc, on les implique à chaque partie du processus. Donc, on travaille sur différentes campagnes au niveau local et fédéral. Nous battons pour arrêter la détention dans les États-Unis. Nous sommes abolitionnistes, donc nous croyons que personne ne devrait être mis en prison, peu importe quelle histoire ils ont avec le système criminel, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Nous ne croyons pas qu'aucun humain devrait être dans une cage. Donc, nous sommes aussi contre le système de prison. Donc, ce n'est pas juste la détention, mais c'est aussi les prisons pour les personnes noires et brunes immigrantes. Donc, c'est ce qu'on veut dire par la coalition. Donc, on ne fait pas ça seul, donc c'est vraiment une coalition. C'est pour ça de mentionner qu'on doit être en train de s'impliquer à construire des solidarités, des coalitions avec d'autres groupes qui sont aussi en train de se battre pour la même chose. Et vous savez, beaucoup de choses qu'on fait au niveau local, c'est de se battre le budget, avoir des budgets locaux qui reflètent les priorités de la communauté. Donc, changer la narrative de ce que ça veut dire d'avoir de la sécurité sociale. Et on veut aussi enlever le financement aux polices et d'investir dans la communauté. Donc, c'est une grande chose pour nous. On ne connaît pas souvent les deux enjeux qui sont reliés et ils sont intersectionnels. Donc, au niveau de l'État, nous poussons pour plusieurs politiques en ce moment. Nous travaillons sur une campagne pour terminer le transfert vers les ICE en prison. Donc, vous connaissez qu'il y a des pipelines qui existent où les personnes deviennent criminalisées et sont dirigées en prison et terminent détenues après. Donc, parfois aussi à être déportées, ces personnes. Donc, nous voulons arrêter cette espèce de cycle et on est en train de se militer pour mettre une loi au niveau de l'État pour arrêter ceci. En fait, beaucoup de travail et nous voulons construire le leadership des personnes de communauté. Il y a des personnes qui sont à risque de déportation. Il y en a qui ont été sortis de prison. Donc, nous devons continuer à travailler avec ces gens. Merci, Gabi. Ça explique beaucoup les spécificités de ce que vous faites dans le sud des États-Unis. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de cette coalition? Oui. L'organisation a été depuis 2006, donc depuis quelque temps déjà. Je n'étais pas impliquée dans l'organisation. En fait, je suis impliquée depuis 5 ans. C'est une organisation qui est venue depuis les besoins pour être un hub pour les immigrants de Long Beach. Donc, Long Beach fait partie de Los Angeles, le département. Donc, Los Angeles est une grande ville dans les États-Unis, en Californie. Donc, c'est 1 heure. Il y a des limites. Donc, je sais qu'il y a l'histoire de l'organisation qu'ils veulent avoir quelque chose local à Long Beach qui puisse être une organisation pour aider
les membres de la communauté et de donner du pouvoir aux communautés. Donc, on sait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Los Angeles, mais donc pas à Long Beach. Mais Long Beach est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville dans le comté de Los Angeles et la septième plus grande ville aux États-Unis. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à être impliquée après que je suis allée à Long Beach. Comme je viens d'une autre partie des États-Unis, d'autres personnes pensent que Californie, c'est un peu la même chose partout, mais ce ne l'est pas. Nous sommes très différents dans le sud versus le nord de la Californie. C'est une partie en Californie qui peut être très conservatrice. Et donc, c'est aussi la réalité dans laquelle j'ai gardé. J'ai été élevée dans une partie très militaire qui était très conservatrice en Californie. Donc, j'ai déménagé à Long Beach et je voulais être certaine d'être impliquée et m'impliquer pour organiser au niveau local. Et j'ai fait beaucoup d'organisations dans les campus. J'ai été impliquée dans LBRC, la coalition pour faire du travail de campus, et au niveau fédéral et de l'État ensuite. D'accord, merci. Peux-tu nous dire un peu plus qui sont les membres de cette coalition? Oui, c'est mené par des immigrantes femmes qui sont non documentées, sans papier. C'est composé par 3 différentes couches. Oui, nous avons des enfants qui sont directement impactés. Ils sont impactés par l'immigration, par le système aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent que espagnol. Donc, ça, c'est notre base. On les appelle notre base. Ce sont les gens qui dirigent le travail que nous faisons. On ne fait pas ça de nulle part. Il y a les membres de la communauté qui sont directement impactés. Ce sont eux qui poussent le travail vers l'avant. Donc, on travaille avec ces personnes-là. C'est ces personnes-là qu'on doit rendre des comptes. Ce sont les membres de la communauté qui sont des personnes de Latino-América qui ne sont pas documentées. Mais aussi, nous avons des alliés et des volontaires, des bénévoles. Il y a un espace pour les alliés, donc une partie de notre membership. Ce sont des alliés qui sont disponibles à se mettre devant en première ligne pour se battre pour les droits des immigrants. Et la dernière semaine, nous avons des gens qui étaient juste qui voulaient supporter notre travail et qui veulent être sûrs que notre travail continue. Donc, il y a des gens qui, vous savez, sont juste des donateurs, mais ils peuvent aussi être membres de cette coalition. Vous avez parlé des alliés de la coalition. Qu'est-ce qui fait quelqu'un d'un allié selon vous ou un bon allié pour votre organisation? Quels sont les critères? Quelles sont les attentes que ces personnes devraient faire pour les compter comme alliés? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a toujours cette question. Qu'est-ce qu'un allié? Qu'est-ce qui n'est pas un allié? Pour nous, on ne devrait pas vous éduquer sur cet enjeu. On voudrait que vous le fassiez vous-même. Il y a beaucoup d'informations un peu... Mais ne mettez pas ce poids sur les immigrants non documentés parce qu'on est occupé à faire du travail sur le terrain avec notre communauté. Donc, un bon allié, c'est quelqu'un qui arrive déjà, qui est informé, qui est partant pour être vraiment sincère avec leurs capacités, ce qu'ils peuvent faire pour l'équipe. Donc, on ne cherche pas des alliés qui sont juste sympathiques ou empathiques pour notre enjeu, ou des gens qui veulent vraiment faire des choses, qui comprennent l'enjeu pour lequel nous mobilisons et qui sont prêts à se mettre de l'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une action. Nous voulons ces alliés qui ne seront pas impactés dans aucune façon de se mettre, oui, en première ligne et de supporter les personnes qui ne sont pas documentées, qui n'ont pas de papier. Donc, pour nous, les alliés, donc il faut être prêt à se mettre là, d'avoir le courage et de ne pas mettre le poids sur les organisateurs ou les gens qui font déjà ceci à tous les jours, leur vie de tous les jours à eux et sur la persistance et être dans ce pays, dans des droits de base. Donc, je crois qu'à la fin, quand on regarde aux membres, on demande d'avoir une vie et de la dignité. Donc, on ne veut pas quelque chose de plus, ou du moins, on a tous le droit d'avoir ceci. Donc, c'est ça notre mission. Oui, nous avons un contact avec Nicole qui est ici ce soir, qui fait de la recherche sur ce sujet. Comment vous vous sentez par rapport à cela? La recherche qui est faite sur les activistes non documentés,
Est-ce que vous avez des attentes, ce que la recherche peut faire? Vous avez des espoirs que ça peut faire une différence positive pour votre communauté? Oui, je crois que la recherche a un rôle dans ce travail. Je crois que c'est important de ne pas seulement mettre quelque chose sans avoir les sources. Donc, ne pas imposer vos façons de voir, comment vous cadrez les choses. Ce que vous étudiez, mettez-le en contexte qui peut être digeste pour d'autres personnes. Je crois que c'est important de garder ceci très authentique avec les organisateurs de la communauté pour qu'ils vous fassent confiance aussi pour vous donner l'information. Et heureusement, le résultat final serait d'amener le travail plus loin. Donc, de ne pas juste travailler sur nous, mais comment ce travail va faire avancer notre cause. Comment est-ce que ça va être plus accessible à d'autres personnes pour que ces personnes, donc ne parlez pas pour un organisateur ou la communauté. Je dis en tant qu'anthropologiste et d'organisatrice, et je crois que c'est important de garder un niveau d'authenticité des gens qui partagent des informations pour vous et d'être capable d'amener les choses plus loin. Non seulement parler de nos histoires, parce que notre travail est très, très lourd et très, très difficile et c'est important pour nous que ce soit visible, mais de parler de notre réalité j'ai dû faire face à des urgences ce matin, aujourd'hui même. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas glamour, c'est vraiment difficile comme travail. Nous sommes super résilients, mais la réalité de nos vies, ce que nous faisons face. Donc, je crois que la recherche, ça doit être des histoires vraies, des histoires authentiques qui sont capables de nous aider et de nous amener plus loin dans notre cause. Et je parle juste de nous, mais je crois que d'être capable un facteur dans le travail que nous faisons et qui nous amène plus loin. Merci Gabi, merci de nous avoir partagé ceci avec nous aujourd'hui. Nous allons être de retour. Si vous voulez intervenir plus tard dans le débat, dites-nous et nous donnerons la parole. Donc, avec le sujet de la recherche, je crois que nous sommes au bon moment pour passer à Nokos et Thomas Schwach, qui sont les éditeurs de l'édition d'Antipode que nous lançons aujourd'hui. Walter est des États-Unis aussi, de Los Angeles. C'est un professeur associé de développement urbain de politique publique à l'Université de Californie. Ses recherches sont les politiques urbaines et le planning urbain, les mouvements sociaux, l'immigration. Et on va parler avec lui. Beaucoup de livres, beaucoup d'articles qu'il a écrits. Le Dreamers, c'est aussi beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre qu'il a écrit. Aussi un livre sur des droits des immigrants, sur les mouvements sociaux. Et Thomas Fetz est un assistant professeur en sociologie de la Belgique, mais il travaille à l'administration publique et à la sociologie de Erasmus University de Rotterdam. Il a reçu son PhD en sociologie de l'Université de Chicago. Il travaille aussi en tant que postdoc à l'Université de Antwerp. Ses recherches sont plus sur l'ethnographie. Son focus sont sur les immigrants non documentés aux États-Unis et en Europe. Il est très dans une bonne place pour parler de comparaison, de ces deux façons d'activisme que Gabi nous a déjà donné une idée aux États-Unis. Très différente de croire que ce qui se passe en Europe. Donc, je crois qu'il travaille aussi sur les liens entre la citoyenneté et l'immigration et les mouvements sociaux urbains comme un chercheur. Il l'a publié dans plusieurs journaux, revues et livres pour sa recherche. Et Walter et Thomas, ce qu'ils vont faire dans les prochaines 20 minutes, ce sera d'introduire quelques enjeux de ce qu'ils vont faire. À vous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde, Gabi, Thomas, Alice, Tête. Désolée. Donc, premièrement, j'aimerais vous donner un peu de contexte par rapport à cette édition spéciale. Donc, il y a plusieurs années, Thomas et moi avions une discussion à propos de ses recherches sur les immigrants non documentés, l'activisme aux États-Unis et en Belgique, et mes intérêts sur l'activisme des immigrants non documentés aux Pays-Bas
Et nous avons découvert qu'il n'y a pas beaucoup de conversations, de discussions à travers les activistes et les chercheurs. Donc, ces deux populations font face à beaucoup de pression, d'oppression, et les deux populations se sont engagées dans beaucoup d'activismes depuis les années 70. Il y a peu de comparaisons, de dialogues et d'échanges entre ces deux mondes différents. Donc, cette édition spéciale, le but, c'est de contacter des chercheurs pour faire du travail en Europe et aux États-Unis et de les inviter pour mettre ensemble une édition spéciale et d'écrire des articles qui parlent de cet enjeu spécifique. Et notre premier enjeu, notre premier problème était de comment les immigrants activistes non documentés font face au statu quo et comment est-ce qu'ils peuvent se battre pour leur égalité en étant tout à exclus de la vie sociale. Est-ce que ces mouvements challenge le système de la citoyenneté nationale ou est-ce que ces genres de mouvements contribuent de reproduire ce genre de choses, ce genre de forme de citoyenneté nationale? Donc le débat, vraiment, c'est l'enjeu de déranger l'ordre établi ou de reproduire cet ordre encore. Donc Thomas, voudrais-tu continuer? Oui, avant d'aller plus en profondeur sur comment les activistes non documentés peuvent résister à l'ordre, voici d'où vient ce travail. Donc, pour faire ceci, nous devons parler où vient l'immigration non documentée sans papier, les effets produits à travers la loi, à travers les frontières, à travers les violences de l'État. Donc, si on regarde à la construction on voit que ici c'est un phénomène complètement fait par les humains, donc on fait le portrait de ceci comme quelque chose qui rentre dans le continent américain ou européen comme si ça allait de nulle part, mais en fait c'est un État-nation qui font très attention, qui essaient de limiter la mobilité urbaine en mettant ces pratiques. Et de faire ceci, ça détermine qui fait partie ou qui ne fait pas partie, qui a le droit ou non, et qui a le droit de pouvoir parler, d'être mis au silence et d'être déporté. Donc, ce phénomène de la violence de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les États-Unis, par exemple, depuis les années 30, il y a beaucoup de déportations de masse. En 1952, il y avait ce qu'on appelait l'opération Whatback, qui a eu beaucoup de déportations, 2 millions de déportations de personnes sans papier des États-Unis. Donc, le processus de déployer de la violence de l'État contre les immigrants, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans les années récentes, depuis les années 70, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une montée de ce genre de violence de l'État. Et certains chercheurs ont appelé ceci, cette nouvelle forme de violence d'État, un régime de déportation. Et ce qu'ils veulent dire par ceci, de la déportation, de régime de déportation, c'est que les États, l'Europe, le Canada, les États-Unis, mettent des mesures pour roll back les conditions pour régulariser les façons de devenir citoyen, la documentation. Donc, ça devient plus facile de perdre le statut que vous avez. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de personnes qui traversent les frontières. On voit que les conditions pour avoir le statut légal deviennent de plus en plus difficiles, ce qui résulte dans une population qui est illégale maintenant sur place. En plus de cette idée d'avoir moins d'opportunités pour avoir des statuts légaux, c'est le roll-out de beaucoup de ressources, des ressources de l'État pour avoir le déploiement de ces ressources de l'État pour limiter l'immigration. Donc, aux États-Unis, qu'on voit le graphique dans la figure 1, c'est un changement radical et court depuis les années 90, de l'argent du fédéral, des budgets du fédéral aux États-Unis pour faire la déportation. Donc, quel est le numéro encore? Un instant. Donc, 12 milliards, si on regarde ici, 12 milliards de dollars, ça va de
on voit 5 milliards à 12 milliards de dollars en 2012. Donc, on voit ici le budget qui est investi, qui monte. Ce qui veut dire que l'argent déployé pour mettre de l'avant les mesures d'immigration, la majorité est mise sur la police. Donc, le budget va sur le renforcement de la surveillance pour l'immigration sur les frontières, aussi les gardes. Il y a aussi pour améliorer la déportation à l'interne, la détection, la surveillance, travailler avec la police locale pour améliorer la capacité de détecter les personnes et reporter les personnes qui n'ont pas de documents. Donc, on commence à voir, ce qu'on voit, c'est que les États mettent des politiques pour diminuer les possibilités de régulariser les statuts, d'avoir un statut légal, et au même moment, une expansion massive des ressources pour détecter, mettre en détention et déporter les personnes qui n'ont pas de statut. Un instant. Oups. Ce qui m'amène à cette diapo, les populations urbaines dans l'ombre. Donc, ce n'est pas efficace, ça coûte beaucoup et c'est injuste, ces politiques qui sont créées. Ça crée en plus une population dans l'ombre, donc des gens qui vivent leur vie dans l'ombre, qui doivent vivre avec la déportation, la possibilité d'être déportés à n'importe quel moment, ce qui crée aussi plein de formes de vulnérabilité, une insécurité et aussi un potentiel de défaire la solidarité entre les communautés. Mais qui sont ces personnes, ces immigrants non documentés? Ça peut être vos voisins, ça peut être dans n'importe quel quartier où, dépendant où vous vivez, des personnes de vos familles, des activistes, des étudiants. Et ils ont tendance à vivre dans les villes. Donc, c'est un phénomène urbain. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette carte ici. C'est dans ces concentrations, en fait, de population sont dans les villes des immigrants non documentés. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ces villes. Il y a des réseaux de support, il y a des organisations, possibilité d'avoir du travail, il y a une économie urbaine, ils sont aussi invisibles pour les autorités dans ces villes, et aussi une possibilité de se mobiliser aussi. C'est ce qui nous intéresse particulièrement. Si je peux juste ajouter quelque chose à ce commentaire, nous sommes partout. Nous sommes dans les villes, nous sommes dans les zones rurales. C'est important de dire ceci. Nous ne sommes pas une population dans l'ombre. Nous sommes une population, comme j'ai mentionné, nous avons été en train de nous mobiliser, de nous battre. Donc, je voulais vraiment être sûre que c'est clair que nous sommes partout. Et dans les villes, en fait, nous avons un peu plus d'accès à des ressources comparativement à d'autres zones. Donc, aussi d'autres personnes non documentées sont là. Mais on fait partie de la société, on fait partie, puis nous faisons partie de communauté. C'est important de mettre en lumière que nous sommes partout. Et il y a peut-être une plus grande concentration de personnes dans les villes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans les zones qui font face à beaucoup de discrimination et la déportation. Le système que vous mentionnez, c'est vraiment intense. Ça fonctionne comme ça fonctionnait il y a 5 ans avec Trump, ça fonctionne aujourd'hui où on fonctionne, où on parle. Donc, quelqu'un du terrain, je veux juste mettre ceci en lumière. Gabi, si je veux juste, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est exactement dans quoi on est intéressé, comment les personnes non documentées peuvent trouver une façon de sortir de l'ombre, quelles sont les conditions pour créer. Et c'est bien sûr dans les villes, mais pas seulement dans les villes. Alter travaille dans d'autres sections, dans d'autres géographies ou d'autres opportunités pour s'organiser. Mais simplement pour confirmer que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et aussi, dans les États-Unis, il y a aussi un réseau agriculture qui est très dans la vallée, qui est le bread basket des États-Unis. C'est là où il y a beaucoup de personnes non documentées, des travailleurs qui s'y trouvent aussi. Aussi dans le sud, dans les industries de la viande, donc industrie du poulet, il y a des hubs de personnes non documentées aussi. Donc ça résulte en
une genre de diffusion de la population non documentée, spécialement dans le sud, comme en Alabama, en Georgie, au Arkansas, au Midwest, au Kansas. Donc, des populations rurales larges qui, des populations qui sont non documentées avec l'agriculture et le processus de la viande de cette industrie. Donc, c'est très important. Merci pour cette contribution, Gabi. Donc, merci. En termes de... En, en dépit du fait que c'est important de se rappeler, il y a une menace, la lourdeur d'oppression, que les personnes non documentées ont été ont résisté de manière importante depuis, et en Europe, depuis les années 70. Depuis les années 70, et un peu avant même, nous voyons la mobilisation dans les années 70, où les gens s'identifient clairement comme des personnes non documentées, sans papier, et les droits spécifiques de ces personnes dans les États-Unis, dans les Europes. Et ceci commence comme quelque chose de très nouveau depuis les années 70, où les gens se autoproclament, auto-identifient et ils sortent de cette ombre et font des requêtes politiques pour respecter leur citoyenneté nationale. Donc, c'était des mobilisations très radicales, des mobilisations, ce qu'on voit aux États-Unis. Ces mobilisations prennent une place importante dans les années 90. Des petites organisations, des activistes migrants commencent à s'organiser tout seuls. Donc, certains de ces activistes venaient de guerres civiles en Amérique latine, ils étaient impliqués dans ces conflits peut-être, et certaines pratiques et stratégies développées comme la stratégie de mobilisation des communautés, de l'éducation populaire. Donc, ils commencent à appliquer ces idées d'organiser les travailleurs immigrants à Los Angeles, à Chicago, ailleurs. Et une des idées importantes, c'est pas seulement de changer les politiques, mais aussi de donner du pouvoir, empower les migrants eux-mêmes. Donc, il y avait les politiques qui ont été appliquées dans les 90, mais c'était des véhicules pour donner du pouvoir aux immigrants, pour qu'ils expriment eux-mêmes leur propre voix dans ces batailles politiques pour les mêmes droits et pour cette citoyenneté nationale dans ce régime. Donc, en 2010, on voit la prolifération de ces organisations à travers les États-Unis. Il commence à avoir du financement, des organisations philanthropiques, une grande variété de batailles. Une des batailles était de créer une réforme de l'immigration. D'autres batailles étaient de donner des documentations légales pour les jeunes non documentés. Autres, c'était pour les travailleurs de l'agriculture. D'autres batailles pour se battre contre la déportation en dessous de l'administration Obama. Donc, on commençait à avoir ces mouvements pour réguler les statuts des immigrants, mais aussi pour se battre contre la déportation qui commençait à se mélanger durant Obama. Et on voit ces mouvements, une autre partie du mouvement était en train de focuser sur l'échelle urbaine et en train de créer des sanctuaires, des espaces pour limiter la coopération entre la police et les agents fédéraux. Donc, on voit ces deux niveaux, mais aussi une défense contre ces déportations massives. Et ceci continue, cette même logique de refaire la mobilisation, des espaces de sanctuaire, un espace territorial, la déportation, se battre contre la déportation et chercher des solutions au niveau fédéral sont des choses qui, depuis 2000, on voit se passer sur le terrain. En effet. Et ce que Walt vient de dire à propos des États-Unis, on peut le voir aussi dans le contexte de l'Europe, mais il y a une différence importante des, des contextes locaux dans ce contexte-ci. Quand on regarde à l'histoire du mouvement européen, ce qu'on peut voir qu'il y a des parallèles importants à faire depuis la crise des années 70, où on a enlevé des statuts des travailleurs.
et des alliés à l'Europe. Dans les années 90, il y a une grande rupture dans cette histoire où on voit une grande occupation des églises. Ils demandent des papiers pour tout le monde. Schwartz, ah oui, c'est les Schwartz. Un modèle qui a été répliqué plus tard à Bruxelles aussi. Et il y avait une grande mobilisation collective pour la régularisation dans différents pays aussi. Il y a aussi des marches nationales avec les mêmes demandes. Les Schwartz ont demandé une régularisation depuis 2010. C'est là où les choses sont allées plus transnationales au niveau européen. Il y a eu le mouvement No Border, pas de frontières, une solidarité, une bienvenue dans les villes. Et la dernière phase, en 2015 jusqu'à maintenant, nous avions expérimenté une nouvelle solidarité, une réponse à la crise de l'immigration, une nouvelle opportunité d'alliance, mais aussi une division dans le mouvement. Et toutes ces phases, nous avons 3 bons exemples. Pierre Montfort, à la gauche, la photo, les droits des réfugiés des immigrants en Allemagne, et ma recherche à moi en Belgique décrit la marche solidaire en 2010 qui reprend, et Karafloya et Kapsali, la dernière image, parle de comment reprendre les espaces urbains dans la crise des immigrants et des réfugiés en Europe, qui sont partis des camps de réfugiés dans ce contexte de Thessalonique. Ces expressions sont très similaires. Il y a des dynamiques très similaires qui se déroulent. Le background théorique, je ne vais pas parler trop de théorie, je vais être très bref. Comment on peut faire du sens de toutes ces résistances et cet activisme? Certains théoristes pensent qu'ils connaissent la réponse, et quelque chose de très intéressant est en train de se passer, là où ils n'ont pas de place, les personnes réclament un espace, elles parlent en public, elles veulent une égalité. Ces philosophes ont amené ceci, le politique, ce moment de rupture, ce moment qui déstabilise, qui questionne ces ordres d'exclusion. Particulièrement, ils ont utilisé ceci beaucoup pour analyser les immigrants non documentés, leurs problèmes. Nous avons besoin de plus que ceci. Si on remet ce que Gabi disait, les chercheurs, les activistes qui veulent aller de l'avant pour amener la lutte ailleurs, nous ne pouvons pas assumer que les immigrants non documentés, leurs problèmes sont disruptifs. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui est dérangé, par qui, par quoi, comment. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant avec ces cas. Donc, il y a les plus gros arguments qu'on veut faire, c'est que chaque lutte pour l'égalité, il y a toujours une tension entre la disruption, le dérangement et la reproduction. Et je vais parler de le dérangement politique en premier. Ce qu'on veut dire, c'est que vous devez répondre à la question qui, quoi, de où, comment. Et qui sont ces personnes qui peuvent déranger le statu quo? On fait l'hypothèse que la position dans la marge de ces personnes sont dans une place unique de struggle et révèlent une double vulnérabilité, qu'il y a un potentiel énorme pour déranger l'ordre établi. On a aussi besoin de personnes qui ont une intention, donc une intention collective pour s'engager, des activistes pour s'exprimer, pour déranger, pour provoquer l'ordre établi. Et vous dépendez des relations. On a parlé déjà des alliés, des ressources qui circulent. Ça, c'est important aussi. Donc,
quel genre de choses peuvent être dérangées. Sur un côté, nous avons des événements qui sont intentionnellement faits, qui sont très performatifs, comme des marches, de la désobéissance civile, et ce qui fait que les gens s'arrêtent, réfléchissent, comme Walter a écrit dans son article. Mais d'un autre côté, tous les jours peuvent être une façon de déranger l'ordre aussi. On peut on ne peut pas simplement focuser sur les événements héroïques, mais le potentiel disruptif du quotidien, de créer des solidarités dans des espaces restreints, de préfigurer un ordre plus inclusif. Ce qui m'amène au dernier point de la diapositive, donc les espaces de disruption. De où vient cette disruption, ce dérangement? Nous avons besoin des espaces libres qui sont assez protégés, où les activistes peuvent se forger des liens sociaux en sécurité, des endroits libres, autonomes, qui tendent à être localisés dans les villes. Donc, les activistes souvent se mobilisent dans des actes de disruption, mais on voit aussi qu'il y a des contraintes sur ce qui peut être fait et dans un certain type de contexte. Et ceci fait référence au marxisme. Le marxisme, nous voulons créer l'histoire, mais nous voulons créer l'histoire. On peut pas créer, on peut pas créer l'histoire à nos propres moyens. On a des limites culturelles, économiques, politiques qui peuvent limiter les activistes et qui peuvent amener les activistes à se conformer, même s'ils ne veulent pas se conformer. Dans le mouvement des immigrants, dans les immigrants non documentés, dans ce mouvement, il y a des limites culturelles. Souvent, ils ne sont pas légitimes. Et même si on parle de droit, mais souvent, le genre de demande, les cadres, les arguments qui sont faits doivent être dans l'enceinte de normes locales. Nous devons argumenter comment nous allons contribuer à la nation pour avoir cette reconnaissance comme un sujet légitime pour prendre la parole. Et comment ceci renforce certaines normes de nationalisme et certaines normes d'appartenance nationale comme condition pour avoir des droits. Donc, on voit qu'il y a les droits immigrants peuvent être channeled, peuvent être dans le discours, ils peuvent être repris par des institutions. Donc, souvent, des organisations dépendent de l'argent, des politiciens ou de budgets qui doivent voir que ces bénéficiaires, que les organisations ne vont pas aller au-delà des frontières, des certains comportements politiques. Donc, ces genres d'institutions ou de canaux culturels peuvent contraindre l'activisme à devoir se conformer à un certain ordre qui existe. On voit aussi des hiérarchies de leadership, des hiérarchies de, de certaines personnes qui peuvent avoir moins de ressources, d'autres qui ont plus de domination dans leur façon de gouverner, cette hiérarchie de qui devrait parler pour qui. Mais on voit aussi qu'il y a des hiérarchies de deservingness, donc ceux qui ont plus le droit, que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, qui ont plus de racines dans certains endroits, qui n'ont pas d'enjeux criminels, donc qui méritent une sorte de méritocratie. Donc, une hiérarchie de la méritocratie. Et ce processus de hiérarchie peut résulter dans la fragmentation dans le mouvement entre le leadership et les gens, entre les gens qui mènent le mouvement et les gens qui ne voient pas nécessairement ces leaders comme légitimes ou qui ne leur rendent pas des comptes. Donc, il y a ce conflit entre la base et le leader et la lutte entre les groupes immigrants par rapport à qui a droit d'avoir des droits. Donc, ces types de conflits, en fait, en termes de reproduction politique, on voit que ces activistes sont contraints dans cette conformité où ces hiérarchies se développent basées sur le leadership et la méritocratie, et ceci peut contribuer à la fragmentation dans les mouvements et qui peut potentiellement
nuire au mouvement. Donc, une des dernières choses, un point important, c'est qu'il y a ces deux logiques de disruption et de reproduction apportent en même temps, dans un genre de mouvement. Nous pouvons décider d'être radicaux, d'être disruptifs, mais nous sommes en train d'opérationnaliser dans des contours que nous ne choisissons pas. Donc, on a des limitations culturelles, des limitations institutionnelles qui peuvent nous marginaliser si nous devenons trop radicaux. Il y a des combats entre ceux qui parlent trop dans les mouvements et les autres qui sont plus marginalisés dans ces mouvements, entre les personnes qui méritent et qui ne méritent pas. Parmi ces immigrants, tout ceci arrive en même temps. Donc, ces mouvements, même si les mouvements cherchent des changements radicaux. Donc, ces deux logiques d'action collective se passent en même temps. Et le rôle de la recherche, c'est de détecter à quel point, à quel moment, ces deux mouvements viennent ensemble dans les collectifs. Donc, nous pouvons aller à la prochaine. C'est important. Et ça, c'est la dernière diapositive. Ça devrait être la dernière, oui. Ah, cette. OK. Brièvement, je sais qu'on prend déjà du temps. Quand on discute de ceci en Belgique, il y a des actions à Bruxelles qui se passent au moment où on se parle. Donc, il y a 500 participants qui sont dans une grève de la faim depuis 24 jours, organisée par l'Union des sans-papiers pour la régularisation, différentes places à Bruxelles. Et ils ont été capables de collecter 26 000 signatures pour être entendus au Parlement. Il y a une grande campagne. 112 organisations demandent dans son mouvement. Donc, deux citations ici. Donc, entre mort et vie, nous avons vu ça sur Facebook. Une des personnes dit que nous sommes mis à mort par notre silence et les gouvernements nous demandent d'arrêter d'être silencieux et de tout enlever. Une autre personne dit nous espérons que personne meure de la faim et nous espérons que j'espère que je n'ai pas besoin de prouver à quel point j'ai des principes. Donc, deux citations. Donc, il y a une politique de la mort ici. Les gens ils font face à cette politique de la mort. Et lui-même, Sami Madi supporte une politique. Un moment. Ces personnes-là font face à la performance de leur corps, comment la politique de l'immigration est, ils refusent le dialogue. C'est important de garder ce cas en tête. S'il y a des activistes qui nous écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît, vous pouvez intervenir plus tard et nous pouvons discuter de ceci. Merci. Merci beaucoup Thomas et Walter pour ce résumé dense de cette publication. Les gens pourront regarder cette édition spéciale sur Antipode. Beaucoup d'articles importants, intéressants. Nous allons continuer le débat et impliquer notre quatrième personne invitée, Malice Kazir, qui est une bénévole à Health Without Border, la troisième plus grande ville en Belgique ici. L'organisation est une organisation assez jeune, un mouvement citoyen qui essaie de pousser pour des politiques plus humaines pour les réfugiés que nous allons discuter. C'est aussi une professeure à l'Université de Kent. Elle parle de l'immigration et des politiques d'immigration qui sont imposées dans le centre d'expertise pour la santé sexuelle aussi. Bonjour, bienvenue. Dans le régime flamand, c'est quelque chose de très différent que nous avons parlé de ce que Gabi nous a parlé dans les États-Unis, pas nécessairement dans le nombre de personnes qui vivent dans l'ombre,
ou sans-papiers, mais on voit aussi de groupes qui sont actifs dans la montée du support des immigrants, qui donnent de l'assistance, tous les genres d'immigrants, mais peut-être vous voulez donner plus de support à plus de ces personnes pour supporter ces personnes dans différentes façons. Pouvez-vous nous parler plus exactement ce que vous voulez faire en tant que groupe et pourquoi? Ok, merci de m'inviter ici. Très intéressant jusqu'à présent. C'est vrai que dans plusieurs villes, il y a beaucoup de mouvements du bas vers le haut des citoyens, des gens qui sont bénévoles, qui donnent beaucoup de temps et d'énergie, qui aident les gens qui sont vulnérables. Ils facilitent l'hébergement, trouver des emplois, d'avoir de l'assistance légale. Mais au même moment, on voit que ceci ne réside pas tant que les gens sont structurellement vulnérables. Donc, nous voulons vraiment amener un pas plus loin pour pousser les gouvernements locaux pour, pour encourager ces citoyens que nous considérons qui Gens. Je ne sais pas comment dire en anglais. En flamand, c'est je ne sais quoi. Gentien, les gens de Ghent. Et que ces gens devraient avoir le droit de simplement utiliser les espaces publics, les mêmes services que n'importe qui de nous. Et donc, c'est vraiment à propos où nous pouvons créer plus de perspectives, que ces personnes se sentent incluses et que ces personnes, si elles prennent un autobus, par exemple, est-ce que prendre un bus sans ticket va finir à être dans la prison et être déporté? Donc, nous sommes plus dans une étape de recherche où nous regardons qu'est-ce que Kent, la ville, fait déjà. Ce n'est pas le cas que notre ville n'a pas été active, mais on peut dire que jusqu'à présent, Kent a été très accueillante comme ville, focusant plus sur avoir une ambiance de bienvenue, un discours de bienvenue, un discours d'accueil pour les réfugiés, les rechercheurs d'asile, mais ce n'est pas la même chose pour les immigrants non documentés. Ils sont moins impliqués dans ce genre de cadre et de discours positif qui est utilisé. Il y a aussi des initiatives pour les mineurs, il y a du support pour les familles, mais évidemment, la ville peut faire beaucoup plus que ceci. On sait que si la police est impliquée dans n'importe quelle petite offense, ils sont obligés d'aller à la cour, à l'administration de demandeurs d'asile. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Donc, si vous êtes pris par la police pour n'importe quelle offense, vous avez des risques d'être déporté. Oui, oui, c'est ceci. Tu dois retourner chez toi si t'es pris. Donc oui, c'est vraiment qu'est-ce que Ghent fait déjà et où est-ce qu'on peut pousser davantage? Où est-ce qu'on peut, petit par petit, pour être plus une ville sanctuaire, plus qu'une ville d'accueil? Et donc, c'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose de temporaire, parce qu'idéalement, les gens qui résident dans notre ville, dans notre pays, devraient, devraient être capables d'avoir des statuts régulés. Mais ce qu'on peut faire comme en tant que ville, des petits citoyens de cette ville, des gens qui sont connectés dans notre ville, nous croyons que c'est ce qu'on peut faire à ce moment, peut faire une différence. Dans le temps, vous savez, dans le long terme. Et en fait, pour ces personnes qui sont actuellement dans des conditions très, très sombres, qui attendent avant d'être reconnus comme citoyens belges, d'être certains que pour au moins que dans ce moment, ils peuvent vivre des vies beaucoup plus dignes et se sentir qu'ils appartiennent beaucoup plus à la ville, qu'ils font partie de la ville et bienvenue dans la ville. Donc, je crois que c'est où nous nous dirigeons. Il y a beaucoup d'enjeux que les gens vivent,
que nous documentons en ce moment. Vous savez, en écoutant, en parlant avec les gens de la société civile qui agissent, qui sont impliqués depuis plus que 30 ans pour certaines personnes. C'est beaucoup d'implication, de temps de ces gens. Mais évidemment, et j'ai écouté depuis d'autres personnes ici, de Walter et Thomas, les mêmes enjeux se présentent partout. Comment l'hébergement décent est un enjeu, trouver des emplois comme personne sans papier, c'est peut-être différent des différentes places dans les États-Unis, mais ici, c'est très, très difficile. Mais donc, simplement être mobile dans la ville ou dans le pays, si ce n'est pas sécuritaire de prendre des transports publics, si vous avez peur de ces choses simples dans la vie, donc c'est vraiment difficile de comprendre quelqu'un qui est depuis ma posture de privilège. Donc vous dites que c'est une ville officiellement d'accueil avec l'étiquette ville d'accueil. Ça donne des promesses, des attentes. Quels seraient les enjeux pour aller plus loin? Vous savez, qu'est-ce que quels sont les enjeux si vous amenez le conseil de la ville dans cette direction en tant qu'organisation? Je crois que l'enjeu, c'est la ville va essayer de nous convaincre qu'ils font déjà beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle ville à ce moment. C'est vrai. Bon, étant donné qu'ils ont une, une- un conseil de ville vert et social, ils sont très ils sont un peu plus progressifs que d'autres, ben, que beaucoup d'autres villes flamandes. Et c'est vrai qu'ils ont pris des initiatives, mais pour nous, c'est assez clair qu'ils peuvent faire encore plus. Et le genre d'initiatives qui existent sont parfois très, très petites en termes d'échelle. Donc, on pourrait les amener à grandir, de les amener plus structurellement dans la ville. Une des différences remarquables de ce qu'on entend de Gabi, de Long Beach, peut-être peut-être ça se reflète dans beaucoup de mobilisations, de ce qu'on de ce qu'on voit en Belgique, dans la région flamande, le rôle des migrants eux-mêmes, de Gabi mène cette mobilisation. Ce sont ceux qui parlent. C'est vraiment différent de la situation dans la Belgique, de cette mobilisation. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Quelle est la raison? Bien, en fait, je crois que je suis désolée. On regarde à Gens, la ville de Gens. Il n'y a pas une grande mobilisation politique des non-documentés. Donc, c'est très des personnes blanches de Gens qui aident, comme ce que vous dites, qui donnent de la nourriture ou qui aident pour trouver du logement ou pour aller dans des conversations, pour collaborer. Mais oui, nous n'avons pas autant d'organisations. Il y a beaucoup d'organisations en termes de solidarité interne, mais en termes de voix et de mettre un cas politique et de réclamer au niveau de Ghent. Thomas a mentionné à Bruxelles la grève de la faim qui se passe. Ça, c'est vraiment l'union des sans-papiers. Une, pas une union tétraillère, mais c'est une union. Il y a ce niveau d'organisation et je crois que ça doit être l'échelle de Bruxelles qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus internationale. Peut-être aussi, ça a à voir avec Bruxelles est très mixte en termes d'horizon politique, de pouvoir politique. Il y a des francophones, des personnes qui parlent Deutsch ou des gens qui parlent flamand. Il y a aussi une différence culturelle dans le sens, pas une sens culturelle, mais idéologiquement, il y a plus de personnes de la gauche, des partis de la gauche, peut-être qui sont plus ouverts. Il y a aussi beaucoup de solidarité interne, des gens qui vivent à Bruxelles, qui ouvrent
leurs portes pour que les gens dorment pour une nuit. Il y a de la mobilisation, peut-être que vous pouvez plus répondre pour Bruxelles, en ce qu'on parle de l'organisation autonome. Peut-être, Thomas, oui, après on parle à Gabi dans les États-Unis, oui. Je crois que je suis d'accord avec ce que, Mali vient juste de dire. L'échelle, c'est juste plus grand, qu'il y a une plus grande communauté à Bruxelles, mais aussi il y a une plus grande histoire de mobilisation et plus d'infrastructures activistes et un capital politique aussi, pas juste à Bruxelles, mais en Europe. Beaucoup d'institutions sont basées à Bruxelles et avec l'histoire des places comme l'église où la grève de la faim se passe, c'est qu'il y a un rôle très symbolique. Ce sont des espaces très politiques. C'est un témoin de non, nous avons vu la presse, la conférence de presse, et le prêtre, qui a maintenant 70 ans, il a dit qu'il était là depuis 34 ans à cette église, et ça a été occupé pendant 7 ans. Donc, c'est un enjeu qui réapparaît. On voit les mêmes personnes, les mêmes discours, les mêmes demandes qui reviennent. Et ceci, ça met aussi une archive de lutte. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent être là quand les gens non documentés prennent l'opportunité de vraiment faire une campagne, comme c'est le cas maintenant. Merci, Thomas. Bien sûr, c'est intéressant d'en parler plus. On va demander à Gabi à Long Beach. Gabi, qu'est-ce que tu fais? Quel genre d'organisation? Tu nous en parlais? Les activités que vous faites, que vous essayez de construire. Walter et Thomas, sur la base de leur édition d'Antipode, on fait la distinction entre la disruption, les effets de disruption de cet activisme, des immigrants non documentés, mais aussi le besoin, à certains moments, de se conformer à des discours ou des politiques qui existent, de se conformer à ces États qui existent. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez? Avez-vous le feeling, le sentiment que vous devez naviguer à travers ceci? Vous devez être disruptif pour créer un point, mais au même moment, vous devez vous conformer. Donc, ce n'est pas... Ou vous n'êtes pas vraiment confronté avec cela. Oui, merci pour le commentaire. Merci pour la question. J'ai beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on aura beaucoup de temps pour parler, mais c'est important. Je voudrais juste dire que c'est important de pas seulement parler de nous, mais nous devons avoir les gens à la table. Donc, il faut aussi inclure les gens à la table. J'aurais aimé avoir des organisateurs et d'autres personnes dans notre région qui soient présents aujourd'hui. Et donc, ça aurait pu être authentique comme raison de parler de ces personnes sans qu'elles soient absentes. Donc, il faut vraiment faire attention à ceci et garder un œil là-dessus. Parce que je peux vous garantir que ce n'est pas une personne avec un microphone, mais les gens s'organisent, les gens font du travail, ils construisent des réseaux, ils partagent des ressources. Ils n'ont peut-être pas un mégaphone, ils n'ont peut-être pas un rallye, mais les gens font le travail. Nous l'avons fait, nous sommes venus de nos pays, nous nous sommes battus déjà. Ce n'est pas nouveau pour nous, on a fait ça dans le passé. Nous avons de l'expérience avec cela et nous sommes capables de construire les réseaux quand nous sommes arrivés ici. Donc, c'est important de mentionner que les gens qui sont ici ou là-bas, ont beaucoup de traumas, ont expérimenté beaucoup de difficultés. Leur parcours de migration n'est pas toujours agréable. On n'a pas le passeport qui est facilement étampé, donc c'est bon de mentionner, c'est ce que vous avez déjà dit, que ceci, c'est une condition. Une personne ne devrait être non documentée. Cette condition, cette migration, nous ne voulons pas quitter nos maisons. Nous sommes forcés de quitter nos maisons par d'autres. Nous sommes forcés par d'autres pays riches qui nous ont déstabilisé nos pays, qui sont intervenus dans nos pays par l'interventionnisme, l'impérialisme. Donc, voici la réalité.
dans laquelle nous sommes, que nous sommes non documentés dans d'autres pays. Et pour répondre à votre question, ma vie est disruptive. Ce que je fais est disruptif tous les jours. Même être ici, parler à des officiels, des députés, c'est disruptif. Donc, je crois pour beaucoup de personnes non documentées, tout ce que nous faisons est disruptif et dérange le système. Et maintenant, oui, il y a une division, que il y a une solidarité, nous avons besoin d'une solidarité pour gagner, mais nous devons reconnaître que je ne veux pas avoir une citoyenneté. Je ne crois pas que ça va nous sauver. Nous avons des personnes noires et brunes dans ce pays qui meurent tous les jours, des citoyens qui meurent. Donc, la citoyenneté ne va pas nous sauver de ces problèmes. Donc, ce n'était pas l'opinion populaire, mais nous avons besoin d'arriver à ceci, nous avons besoin de construire une solidarité, nous avons besoin... La personne chose importante, nous opérons en dessous d'un système capitaliste, donc on essaie de faire le mieux qu'on peut, de construire ce pouvoir, et les fondations ne vont pas nous financer pour déranger le capitalisme, ils ne vont pas nous financer pour les détruire, c'est un fait, non? Nous devons continuer de pousser, de mobiliser, mais comment nous construisons cette solidarité pour pousser, pour déranger? Je crois que quand les gens ont eu des enjeux criminels, il y a eu des conditions qui ont été faites pour ces gens, qui les ont mis dans cette direction, la pauvreté, le manque de ressources et le manque d'investissement dans ces communautés. Dans les États-Unis ont une obsession de mettre de l'argent dans l'implémentation de la loi, l'application de la loi, de mettre de l'argent dans les prisons, dans les centres de détention, et toutes les ressources qui sont mises dans ces endroits ne vont pas dans les hébergements, dans la nourriture, les bonnes écoles pour ces migrants, pour ces personnes. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour que nos besoins de base soient satisfaits. Nous devons nous battre pour plus. Personne ne doit faire d'excuses pour faire leur vie qui valent la peine de dignité. Je ne veux pas prouver que je suis un être humain. Je suis un être humain. Je veux que les gens réfléchissent par eux-mêmes pour vraiment penser nous sommes vulnérables. Non, non, nous sommes ici. Nous sommes arrivés ici avec beaucoup de luttes. C'est à propos de pousser, d'aller pour plus de droits. Et une autre chose qui a été mentionnée aussi, les leaders, les meneurs. Nous avons besoin de personnes qui mènent. Nous avons besoin de leaders. Si vous n'avez pas de personnes qui sont impactées, c'est différent. C'est une histoire différente. Vous n'allez pas sentir la même chose que moi parce que c'est ma vie. Donc, c'est important que nous allons nous battre, que les gens, il y ait une immigration, une réforme. Ça laisse beaucoup de personnes à l'extérieur. Ça va laisser beaucoup de personnes qui ne méritent pas, entre guillemets, ceci. Sans penser à quelle est la racine de cet enjeu. Pourquoi les gens poussent dans cette direction? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pris en compte. C'est simplement dit que vous êtes un mauvais immigrant et vous ne méritez pas ça. Donc, les communautés, c'est notre travail de pousser pour ceci, d'avoir cette conversation avec nos membres de la communauté pour pouvoir pousser et pousser plus. On pousse dans plusieurs niveaux. On pousse pas seulement le gouvernement, on pousse pas seulement nos communautés, on pousse nos propres communautés qui sont impactées, mais c'est une façon dont nous pouvons fonctionner, c'est d'aller de l'avant, de pousser, de pouvoir vivre avec dignité, et c'est au-delà d'avoir des papiers. Et c'est comment on respecte la vie et l'humanité des personnes. Merci Gabi pour ce grand point fort que ce que vous expliquez, l'idée que ma vie est déjà disruptive, donc je n'ai pas besoin de prendre des actions pour ce très bon point. Peut-être de retour à Walter et Thomas. Donc, deux exemples de choses très différentes qu'on essaie de documenter sur les immigrants. Donc, documenter les conditions locales, l'histoire. Quelles sont vos réflexions à propos de ces deux exemples et comment est-ce qu'on part et se différencie? Donc,
Une des choses sur lesquelles je pense que Marley a parlé, ça me rappelle des cas en Californie du Sud, les villes progressives. Donc, à Los Angeles, par exemple, on a essayé, après que Trump soit élu, il y avait une idée d'avoir une ville sanctuaire très solide. Et ceci, il y avait une coalition très forte menée par le LCAU, qui est une organisation d'advocacy très radicale, une autre organisation, un autre réseau. Il y avait beaucoup de support de personnes anti-Trump. Ils étaient capables de canaliser ceci dans la sphère politique et néanmoins, il y avait une grande quantité de déflexion. Les, les leaders politiques étaient sur le devant, en l'avant. Ils supportaient une ville sanctuaire. Ils étaient partants pour ceci. Ils l'appelaient comme ça. Donc, on voit cette déflexion, cette espèce de déflexion constante à l'intérieur des enjeux de sanctuaire. Donc, les politiques de sanctuaire, donc il y a quelque chose d'un enjeu similaire, je crois, à Gabi. Oui, donc à Californie, nous avons une politique de sanctuaire. C'est ce qu'on parle. Donc, il y a encore des gens qui sont canalisés qui sont quand même déportés. Donc, ce n'est pas vraiment un État sanctuaire. Donc, au niveau local, nous voulons nous battre pour des politiques plus fortes où le gouvernement ne pourra pas collaborer avec ICE. Donc, il y a une violation des ordonnances qui sont en place, même en Californie, même si c'est un État progressiste. Il y a beaucoup de personnes locales qui ne sont pas affectées par cette politique sanctuaire. Peut-être, Thomas, l'idée d'une ville sanctuaire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens à Belgique, dans le contexte européen, où c'est pas développé? Donc, c'est un contexte différent. Il y a moins d'autonomie, la police, les gouvernements locaux. Cette structure, nous n'avons pas cela en Europe, mais ça pourrait être intéressant, en effet, de rechercher cela. Mais je voudrais répondre à ce que Gabi disait. Ça dépend de qui recherche cela. Donc oui, il y a des alliés, il y a un rôle pour les initiatives citoyennes, pour planifier cela, mais pour être vraiment disruptif, et c'est le point de beaucoup d'articles, spécialement Schumik, ce que Gabi nomme les personnes impactées dans le leadership, parce qu'autrement, selon moi, vous n'aurez pas le même potentiel disruptif. Et je dis potentiel parce que même une personne non documentée prend le lead et parle et essaie d'interrompre la machine de déportation. Cette disruption n'est pas garantie. Et ça, c'est important c'est un point qu'on essaie de faire aussi, je crois. Et parce que, oui, comme Gabi dit, les gens sont organisés, c'est très fatigant aussi. Donc, c'est pour ceci qu'on passe beaucoup de temps avec les organisations à Chicago, à Bruxelles, et les chercheurs. C'est un message important pour les chercheurs, que les gens ont du succès dans les épisodes de mobilisation. Il y a une narrative intéressante pour dire, regardez, ces gens sont vulnérables, ils ont beaucoup de pouvoir d'agentivité pour déranger le statu quo. Je crois que parfois, ça peut être le cas. Dans d'autres cas, c'est trop romantique comme vision. Parce que, pour plusieurs raisons, les campagnes peuvent terminer, mais il peut aussi y avoir une fatigue d'activisme après. Il peut y avoir aussi des changements de politique, aussi des gens peuvent être exclus. Donc, la plus grande question ici, par rapport au statu quo, c'est comment ça peut être dérangé. On pourrait se concentrer sur les échecs, comme qu'est-ce que ça fait quand certains activistes ont
un statut et ils sont plus motivés pour se battre. Ou quand une organisation se détériore. Ça, c'est un plus grand point que je voudrais faire en réponse à ceci. Et donc, c'est important qui mène le projet. Et une autre chose que je voudrais répondre à Gabi, Gabi a fait le point que ce n'est pas à propos de la citoyenneté. La citoyenneté ne va pas arrêter la violence de l'État. Et je crois que c'est très important comme point. Et nous avons des pièces théoriques dans notre édition qui parlent de ceci. Un auteur qui parle que nous avons besoin d'une mobilisation disruptive, qui cherche une séquence politique pour joindre les enjeux antiracistes, postcoloniales, anticapitalistes aux enjeux des migrants. Et ça, c'est encore un plus grand point, je sais, mais c'est vraiment important aussi de dire ceci. Et je vois que les gens essaient de créer ces alliances dans différents mouvements. Et je sais que ceci fonctionne aussi avec le Defund Police, enlever le financement en police aux États-Unis, mais un autre point qu'on devrait penser aussi. Je voudrais répondre à ceci rapidement. Je crois que ça amène un point important. Nous ne sommes pas seulement en train de mettre nos corps physiques et nos capacités mentales dans ces causes. On risque nos vies, en fait, en faisant ces campagnes. Nous sommes vraiment des proies faciles. Donc, c'est important de dire cette réalité que je fais ce travail. Je suis très vocale. Je suis une proie sur pattes, sur jambes. Vous savez combien c'est fatigant, ceci, quand on parle de la santé mentale. Je crois que c'est important. Et je crois que j'ai dit ceci au départ, c'est du travail très difficile. C'est pas glamour, c'est pas des gens avec des mégaphones. C'est du travail invisible. Je travaille plusieurs heures. Mon équipe travaille sans relâche pour faire un cas. Parce que le système est beaucoup plus grand. Et nous allons contre les grands monstres à travers ceci. Mais oui, croyez-moi que c'est très fatigant. Ça a de grands impacts. C'est pour ceci qu'on a besoin de ressources. C'est pour ça qu'on parle de financement. On a besoin d'avoir du financement pour avoir des congés, pour prendre des moments pour respirer. Nous sommes en mode de crise tous les jours. Donc, comme des répondants, c'est tous les jours, il y a toujours une urgence. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui prend beaucoup d'émotions aussi, d'espace émotionnel. Nous allons parler à propos de ceci, d'avoir ce soutien dans la communauté, de prendre soin de chacun et de prendre du temps congé, de prendre quelques jours de congé. C'est important parce que c'est du travail très lourd et ça ne s'arrêtera pas d'ici près. Ça ne s'arrêtera pas demain. Et à propos du statut, les gens, oui, obtiennent un statut. Par exemple, si je fais ce travail, c'est au-delà d'une politique ou d'une campagne, ce sont des valeurs. Donc, je crois que si j'ai le statut demain, moi, pour quelques raisons, je ne suis pas sûre si je vais arrêter mon travail parce que ce sont mes valeurs, c'est mon purpose, c'est ma mission. Si on regarde à cela comme ça, on regarde dans les États-Unis, DACA, c'est pour les enfants, c'est une politique qui a été gagnée par les jeunes non documentés pour que les jeunes n'aient plus d'être déportés pendant plusieurs années. Mais vous pouvez tellement perdre ceci rapidement quand vous l'obtenez parce qu'on est criminalisé. Donc, si je fais une seule erreur, si je vole quelque chose, n'importe quoi, n'importe quelle petite chose, boire en public, ça, n'importe pas, vous décidez. Vous n'allez pas obtenir ce statut de nouveau. Vous allez perdre ce programme. Donc, il faut aussi penser à ceci. C'est très facile de perdre ce statut. Donc, quand on parle de citoyenneté, de statut, ce n'est pas le but. C'est comment on se rend à un point où on n'est plus opprimé par le système qui a fait ceci pour plusieurs années, non seulement pour moi, mais pour plusieurs personnes dans notre communauté, notre famille. Super. Merci de faire ce point super important. Nous arrivons presque à la fin de ce débat. Peut-être une dernière question. Et Malissa,
une organisation veut créer un support, un environnement de support. Pourrais-tu nous parler plus de ceci, Marlys? Et tu nous dis que tu veux faire quelque chose pour les personnes réfugiées. Donc, cette catégorie classique que l'État utilise. Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer plus par rapport à ceci? Oui? C'est difficile à traduire en anglais. Officiellement, les réfugiés, on ne parle pas des migrants non documentés. Les réfugiés sont une catégorie particulière. Nous parlons de personnes, les personnes qui sont en errance ou qui cherchent un refuge d'une dictature ou des risques de violence, aussi de la violence économique, des injustices, que ce que Gabi, par exemple, disait, de l'impérialisme qui est toujours au travail. Donc, c'est beaucoup plus large comme définition du genre de groupe que la vision que nous avons. Donc, ça inclut aussi les migrants économiques. Et pourquoi vous vous focussez aussi sur tous ces gens, tous les gens qui cherchent les réfugiés, ou une procédure pour être reconnue ou non reconnue comme non documentée? Pourquoi vous avez ce grand range de personnes? N'importe qui applique pour avoir le statut de réfugié a un risque à certains points de ne pas avoir ce statut et d'être maintenant non documenté. Donc, c'est comme un continuum où les gens se trouvent. On sait aussi depuis les recherches qui parlent après la migration mixte, c'est difficile de dire quand est-ce qu'on parle d'un réfugié politique. Si les Africains de l'Afrique de l'Ouest terminent en Libye, où ils pourraient appliquer à cause des conditions là-bas, ils pourraient plus être classés comme des réfugiés. Donc, c'est vraiment un continuum. Quelqu'un veut intervenir? Oui, c'est une terminologie et c'est ce contexte très spécifique en Belgique ou dans d'autres pays européens où n'importe quel support peut donner à des personnes non documentées, peut être criminalisé et c'est indésirable. Donc, il y a cette nouvelle expérimentation au niveau citoyen dans les Pays-Bas, par exemple, qui est appelée pain et lit, bread and bed. Donc, des hébergements temporaires dans les villes les plus progressives comme Amsterdam. Ils les font pour 24 heures, mais tout est conditionnel. Donc oui, vous pouvez être impliqué avec des personnes non documentées. Si vous les encouragez à à être volontaires aussi. Donc tout est très conditionnel dans ce contexte de déportation, dans cette machine de déportation. Donc, je crois que ceci aussi a à voir avec pourquoi beaucoup d'organisations, et je ne pense pas ce n'est pas le cas de toutes les organisations, mais certaines ont des financements, financent la société civile en Belgique. Nous faisons des choses pour les personnes non documentées, mais ils peuvent perdre leur financement s'ils disent qu'ils font ce support. Donc, c'est très important de dire, c'est important, c'est stratégique, parce que si vous voulez faire des choses pour les personnes sans document, vous êtes mieux de dire que vous le faites pour tout le monde. OK, on se rapproche de la fin. Peut-être des commentaires pour la fin, Gabi? Pas de pensée finale, mais une des choses qui est frustrante à propos des immigrants non documentés aux États-Unis, c'est que il y a tous ces changements incrémentaux, des changements dans les idéologies, dans les institutions, dans les possibilités qui se produisent incrémentalement. C'est ce que Gabi disait en 2010. Une grande partie des droits des immigrants a commencé de se mobiliser pour un statut légal et ça a commencé à oublier tous ces enjeux incrémentaux
créer des membres, créer du pouvoir, créer des changements institutionnels, qui créent de l'espace pour les personnes non documentées où est-ce qu'elles peuvent vivre, avec cette crainte constante d'être toujours arrachées à leur famille. Et cette idée était comme un modèle, je crois, comme c'est excellent. C'est pour moi un modèle. On se déplace de une grande chose, on passe des grandes choses aux petites choses, avoir un ticket de bus, ça c'est important, un accès libre à ta ville. Ce sont des choses énormes qui donnent les gens un peu de liberté, un espace plus libre où vivre par rapport à la citoyenneté. Le processus de réforme compréhensive aux États-Unis, il y a beaucoup de mobilisation depuis 2006 pour avoir une réforme compréhensive de l'immigration. Des millions, des centaines de millions ont été investis et ça a tout échoué. Et je crois que, pour moi, regarder l'organisation de Gabi et d'autres organisations, c'est là où on voit, pour moi, le modèle de l'immigration. Oui, une bonne conclusion. Merci, Gabi. Est-ce que vous vouliez conclure? Oui, je pense que nous devons combiner l'immigration, le système criminel et comment ces deux systèmes travaillent ensemble pour activer la machine de déportation dont nous avons parlé. Nous devons commencer et dire que nous poussons pour plus. Nous ne voulons pas de centre de détention nulle part, pas aux États-Unis, ni nulle part. En Californie, il y a le plus grand centre de détention, l'État le plus progressif, donc très contradictoire, non? Contradictoire, qui est le plus grand État progressif a le plus grand centre de détention dans le pays. Donc, on se bat pour pas de détention. Aucun humain devrait être détenu. Aussi, ne pas avoir de frontières, ces frontières imaginaires. Aussi, on veut enlever le financement, abolir la police. Une communauté ne se sent pas sécuritaire avec la police. Les communautés les plus sécuritaires n'ont pas de police autant que dans les États-Unis. Et je crois que nous devons penser à tout cela, comment la police locale travaille avec ICE, pas avec les politiques, mais ils trouvent les flous pour séparer les familles. Ils vont regarder les personnes, non pour les gens pour qui on fait la charité, mais aussi on veut construire du pouvoir. Nous devons venir ensemble pour plus d'humanité, pas seulement pour une personne, pour une population, mais pour la population en général. Nous devons aller vers cette direction. Nous voulons nous rassurer que les ressources sont investies dans les personnes qui travaillent. Nous ne conformons pas avec les personnes élues. Simplement, ils représentent un certain groupe. Ça ne représente pas rien pour nous. Ces gens, nous voulons qu'ils poussent pour plus. Et simplement, je suis latina, donc je suis une de vous. Donc, nous avons besoin de personnes pour se battre pour nous, se battre pour des politiques, pour dignifier les vies des personnes. Ce ne sera pas facile, mais nous avons besoin de continuer et de continuer à construire une solidarité internationale. Merci Gabi pour ces mots finaux. Et c'est là où nous allons terminer ce panel. Merci d'avoir partagé avec nous vos connaissances, vos expériences. Je suis convaincue que vous avez fait des étincelles, votre expérience dans les États-Unis. Merci Walter et Thomas pour faire cette édition spéciale et développer tous ces aperçus sur l'activisme des immigrants non documentés. Merci Martis d'être là aussi, d'expliquer votre organisation. Merci au public de nous avoir écoutés. Après une chaude soirée d'été avec le match de soccer aussi, football. Merci et reste à l'affût de notre prochain événement que nous organiserons Make the City. Merci.